Merci beaucoup, Bien. pour votre temps. Merci, de m'accorder, quelques minutes pour discuter de l'Iran. Bon. Donc, je me présente très rapidement, moi je m'appelle Lina et je suis donc chercheuse, à l'ESMENA, mais aussi chargée de projets collaboratifs principalement, tournés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Donc vous travaillez avec, Adel Bakawan. Del Bakawan, d'accord. Exactement, c'est mon directeur et c'est même lui qui m'a dit: «Bah, écoute, Lina, n'hésite pas à contacter madame Farsi, elle, c'est un élément essentiel pour comprendre la situation en Iran» et donc c'est pour ça que je vous ai contacté. Très bien, très bien. Si vous pouvez vous présenter quelques instants assez rapides pour nos Je me présente donc je vais vous voulez que je me présente et après on y va? On continue oui, ça? on fait comme ça. Très bien. Je m'appelle Sepideh Farsi, je suis, cinéaste, iranienne, exilée en France ou en tout cas ça fait un certain nombre d'années que je vis, en France, voilà. Bah, merci beaucoup. Donc, comme on voit l'actualité aujourd'hui, il y a énormément de manifestations en Iran qui ont débuté à la suite de la crise économique qui a énormément impacté le pays et qui a pris un tournant, social, mais aussi politique pour mettre pour mettre un terme au régime des mollahs. Mais on voit qu'aujourd'hui, on a énormément de mal à avoir d'informations, de ce qui se passe au pays. Je pense qu'on l'a remarqué, le nombre de morts, change en fonction de quel média va mettre en avant ce qui se passe en Iran. Certains déploient 3 000, d'autres 4 000, d'autres 30 000. Donc c'est vrai que l'aspect expression et situation est assez complexe pour les personnes vivant en Occident de comprendre ce qui se passe, donc en Iran. Et moi, ma première question, c'est de savoir dans quelle mesure ces mobilisations actuelles en Iran s'inscrivent-elles dans une continuité historique des vagues de contestation? On l'a vu donc avec en 79, on l'a vu en 99, en 2009, 2017, 2018, 2019, 2022 et aujourd'hui. J'en ai certainement manqué, mais il y en a eu quand même pas mal. Et en quoi celle-ci marque-t-elle une rupture qualitative dans les revendications et les formes de mobilisation? Oui, en effet, la vague de contestation, qui a démarré le 28 décembre 2025 s'inscrit, à mon sens, bel et bien dans une suite, d'épisodes historiques de contestation qui, a démarré, je dirais, effectivement, la toute première devrait être celle des femmes qui se révoltaient et protestaient, manifestaient contre le voile obligatoire en mars 79, donc à peine 2 mois après la prise du pouvoir par Khomeini, sachant que aujourd'hui, avec le recul, mais ça fait un moment qu'on qualifie cela, euh, les contestations qui ont fini par faire partir le Shah d'Iran et donc renverser la monarchie et qui ont fini, pour ainsi dire, par la prise de pouvoir par Khomeini et d'autres religieux du clergé, mais pas que. C'est quand même effectivement un enlèvement d'un mouvement qui n'était pas censé être religieux au départ. Mais et les promesses de Khomeini, bon là je bifurque un petit peu. Je sors du cadre de votre question, mais c'est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, lorsqu'ils se sont soulevés, ils voulaient la fin de la monarchie, ils voulaient une république, enfin une démocratie plutôt. La forme allait être définie par la suite, mais cette définition, au moment où il y a eu ce fameux référendum, d'abord, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, et puis les résultats ont été dès le départ contestés, c'est-à-dire que c'est 99, je ne sais plus combien, 80, 90%. C'est extraordinaire quand même que autant de gens aient voté pour cela et la phase préparatoire, tout ce qui a conduit au moment de ce référendum a beaucoup été remis en question. Toutefois, dans les premiers mois et dans la première année et demie jusqu'au début de la guerre, l'attaque, donc l'invasion irakienne et le début de la guerre Irak-Iran, c'était encore des affrontements entre différentes, disons, factions politiques qui chacun tirait la couverture vers elle et il y a ce moment qu'on appelle le printemps de liberté, mais qui devenait un printemps de plus en plus gris. En fait, la prise de pouvoir s'est enchaînée. Donc, mais c'est vrai que la toute première contestation, c'est celle des femmes en mars 79. Et
Après, il y a quand même un moment, et en 81, de nouveau, on a les jeunes, les dissidents, les étudiants, beaucoup de personnes qui descendent dans la rue parce que il y avait un bras de fer entre le gouvernement, enfin le régime. C'est vrai qu'il faut faire peut-être le distinguo entre le régime et le gouvernement, mais très vite, en fait, le gouvernement est devenu une sorte de euh, ou appareil d'exécution, ou par la suite marionnette entre les mains du guide suprême, qui d'abord était Khomeini, et ensuite, après sa mort, c'est Khamenei qui a pris la suite. Et du coup, le gouvernement est un gouvernement qui a ou chancelier ou président, puisque ça aussi, ça a été changé. Au départ, on avait des chanceliers, ensuite des présidents, ou président, puis il y a eu beaucoup de transformations, effectivement, selon les moments, mais disons, le président n'a presque pas de pouvoir, c'est-à-dire que le gouvernement peut faire passer des lois, et en fait, ce qu'on appelle, oui, le régime du guide suprême, de la guidance suprême, à la main haute, et peut faire un veto sur tout ce qui passe. Donc, de toutes les manières, c'est comme si il y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de, voilà, pas de pouvoir exécutif, pas de pouvoir législatif, tout est entre les mains du guide suprême. Du coup, à partir de 81, là, il y a une chape de plomb qui tombe. Il y a des arrestations massives en juin 81, et sachant que la guerre a commencé en septembre 80, donc on est à peu près 6 mois, un peu plus de 6 mois, 8-9 mois après le début de la guerre, et le régime commence et c'est pour ça que maintenant je parle du régime, puisqu'en fait ça n'a pas de sens de parler du gouvernement, puisque c'est un gouvernement en fait qui n'a pas de pouvoir. Euh, le régime commence à fermer de plus en plus, les arrestations continuent, les gens sont envoyés de force. C'est la loi martiale pour ceux qui refusent d'aller se battre au front, tous ceux qui sont, comment dire, appelés, donc 18 ans et au-delà. Et en fait, le climat politique se referme, la dissidence est attaquée de plus en plus, si bien qu'à la fin de la guerre, en fait, il y a une première vague d'exécutions massives en l'été 88, des dissidents. C'est-à-dire que Khomeini, avant de mourir, donne l'ordre de purger et de vider les prisons. Et donc, il y a des procès sommaires qui ont lieu, qui durent parfois même pas une minute. En fait, on pose 1 à 3 questions. C'est un trio dans beaucoup des villes, mais surtout à Téhéran. C'est le nombre le plus important d'exécutions a lieu à Téhéran. Les gens, on leur demande s'ils sont croyants ou pas, s'ils maintiennent leur position politique ou pas, si leurs parents étaient croyants ou pas. C'est ça, c'est surtout pour les marxistes-léninistes ou les communistes, ceux qui se disaient non croyants. Et donc, s'ils disaient qu'ils étaient nés dans une famille musulmane et que après ils étaient sortis de l'islam et qu'ils étaient athées, c'était la peine de mort directe. Et dans la plupart des cas, de toute manière, oui, ils ont été exécutés. Donc là on parle de pareil, encore une fois, les chiffres ne sont pas clairs, entre 3005, 5000 et parfois plus encore de dissidents exécutés en l'espace de 3 mois. Et après, il y a vraiment une chape de plomb qui tombe et qui perdure, enfin, qui était déjà là, mais qui est vraiment confirmée et continue. Et je crois que les premières contestations, oui, c'est le début des années 2000, quoi, on peut en parler. Et ce sont des choses, voilà, c'est pas plus timide, disons que c'est plus difficile à mettre en place. C'est vrai, par exemple, la campagne pour l'égalité femmes-hommes, c'est 2006, la campagne de 1 million de signatures. Après, on a la vague verte au moment de la fraude électorale, à la deuxième élection, enfin deuxième mandat de Ahmadinejad, qui est donné gagnant, mais tout le monde sait que, enfin, et ça a beaucoup été contesté, que c'était Moussavi en principe qui était le gagnant de ces élections, lequel est toujours en résidence surveillée avec sa femme depuis 2011, je crois, février 2011, et en très mauvais état de santé. Et donc, Karoubi aussi, qui était un autre candidat, avait été mis en résidence surveillée, mais je crois qu'il a été libéré, mais il est silencieux, il garde le silence.
Et donc, les vagues de contestation continuent. Et c'est une suite logique, oui, ce sont des revendications des femmes, ce sont des revendications de la jeunesse, des étudiants, des minorités, ce sont des revendications syndicales. Alors, les syndicats sont théoriquement autorisés en Iran, mais à chaque fois qu'il y a des leaders syndicaux qui s'affirment, très vite, ils ou elles arrêtés, emprisonnés. Donc, en fait, c'est comme si en adhérant au syndicat, vous alliez vous exposer à une potentielle arrestation, puisqu'en fait, assez rapidement, ça arrive. Et donc, les leaders syndicaux sont pratiquement tous en prison. Certains sont même morts en prison. Et donc, cela continue. Et les vagues les plus notables, les dernières, et donc, il y a un rapprochement temporel aussi qui se fait de plus en plus resserré en termes de date, les contestations. Donc, les plus notables, c'est 2017 qui commence avec, pareil, l'augmentation du prix des œufs. Et en fait, très vite, en parallèle, il y a le mouvement des filles de l'avenue de la Révolution qui se battent contre le voile obligatoire, avec Vida Movahed qui est une des figures emblématiques, mais il y en a beaucoup d'autres. Sepideh Rochnou, il y en a plein d'autres, et dont certaines sont encore en prison, enfin, ont été libérées, arrêtées de nouveau, etc. Ça, c'était et c'est pas que c'est marginal, mais disons que ça ne prend pas d'ampleur, ça prend pas la même ampleur. 2009, c'était très massif, mais c'était quand même vraiment à Téhéran. La campagne de 2006, c'était pas une vague de contestation, c'était une campagne de droit des femmes. Donc, c'est un peu différent. 2009, c'est quand même le premier. Si, bien sûr, il y avait eu 99 aussi. Ça, c'était quand même au début du premier mandat de Khatami. Et donc, il y a eu le massacre dans les dortoirs des étudiants. C'est vrai qu'encore une fois, là, c'était les universités qui s'étaient mobilisées. Et c'était surtout à Téhéran, dans d'autres villes aussi, mais c'était surtout à Téhéran. Donc ça, c'était un peu la particularité que 2009, pareil, c'est quand même vraiment Téhéran, et puis les grandes villes, quelques grandes villes, mais c'est pas partout. Mashhad, par exemple, c'est beaucoup moins. Je crois que en 2009, on parle de Téhéran, Ispahan, peut-être quelques autres grandes villes, j'ai plus tout en mémoire, mais ça ne se répand pas dans toutes les villes. Et puis on avance. Donc 2017, c'est encore une fois plutôt à Téhéran quand même. Et 2019, ça s'élargit, puisque là, c'est contre la vie chère, c'est l'augmentation du prix du carburant qui fait le feu à la poudre. Et là, on est dans quelque chose de plus étendu en termes de géographie, partout dans le pays, mais c'est plus les couches, disons, la classe moyenne et un peu, comment dire, les couches défavorisées. Et ça ne. Donc, le régime mate en une semaine, donc on a un blackout, donc coupure d'Internet, et il tue, a priori, les chiffres sont assez exacts maintenant avec le recul, 1500 personnes au bas mot. Après, je n'ai pas le chiffre des blessés et des arrestations en tête, mais c'est quand même un massacre à huis clos, mais ils rétablissent l'Internet au bout d'une semaine et ils ont réussi à casser le mouvement. Et on n'a pas les autres contestations qui s'y joignent. En 2022, à l'inverse, c'est pas à cause de l'économie, la crise économique, mais c'est plutôt, c'est l'assassinat de Gina Mahsa Amini, évidemment, qui est l'étincelle qui fait déclencher ce mouvement, qui est déjà beaucoup plus étendu, encore une fois, dans toutes les régions, allant du Kurdistan au Baloutchistan, de l'ouest à l'est. Et ça reste quand même plutôt encore dans les grandes villes. Il y en a dans les petites villes, mais et puis, on ne parle pas du changement de régime, on ne parle pas de l'économie, etc. Donc là, 2025 et 2026, c'est pratiquement, voilà, c'est toute fin 2025. Cette année, c'est quelque chose d'exceptionnel, à la fois en termes de l'éventail des revendications,
de l'éventail des gens qui y participent. On a à la fois les jeunes, les étudiants, les non-étudiants, la jeunesse, les adolescents surtout, qui sont là. Malheureusement, ça, c'est vraiment une catastrophe parmi les victimes. On voit beaucoup, beaucoup d'adolescents, beaucoup de lycéens et lycéennes, des étudiants aussi, bien sûr, mais on a aussi des gens âgés. Nous avons perdu dans notre famille un cousin qui avait une soixantaine d'années. Et puis, il y a des jeunes gens, pareil, très jeunes, qui sont partis, qui ont été tués. Donc, en cela, cette dernière vague de contestation qu'on appelle, oui, Iran Protest, voilà, 2026. Pour l'instant, il n'y a pas de nom encore qui soit figé, à part ça. En tout cas, c'est le hashtag qui est utilisé. C'est vraiment ça. Ça a pris toutes les provinces de l'Iran, pratiquement toutes les grandes villes comme les petites villes, toutes les ethnies, les minorités ethniques ont participé. Les revendications étaient à la fois économiques, mais très vite politiques. Et on entendait de nouveau le slogan Femmes, vie, liberté. Et puis après, il y avait oui, parfois le nom du fils du Shah, donc Reza Pahlavi, a été prononcé aussi. Donc, c'est difficile de dire à quel point, combien de personnes, etc. Mais ça, c'est aussi comment dire, c'est pas une revendication, mais disons que c'est un nom qui a été prononcé. Parmi les slogans, il y a eu effectivement le retour de Pahlavi, certaines fois, qui a été demandé par moment à différents endroits. Et en cela, effectivement, la différence, c'est que ça a été, et puis l'ampleur de la répression montre surtout que c'est quelque chose d'exceptionnel en termes de nombre de personnes qui sont descendues dans la rue aussi rapidement, et en termes oui, de la façon dont ça s'est étendu sur tout le pays. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui dépasse et qui a dû faire peur au régime, d'où la réaction aussi radicale en termes de violence de la répression. Ce qui m'a assez interpellée, c'est la manière dont vous avez expliqué les différentes vagues de manifestations, Oui. mais la pratique du régime reste la même. Oui. C'est couper Internet, massacrer sa population et ensuite étouffer les vagues de manifestations. Oui. Là, on est quand même sur un mouvement où les revendications des manifestants sont formulées, mais elles ont été soit simplifiées ou déformées par les médias, principalement les médias internationaux comme nationaux. Et l'effet de ces médias a un comportement assez biaisé, parce qu'on l'a vu très souvent, le nom de Pahlavi est sorti parce que les États-Unis et Israël endorsent Pahlavi. On a aussi une vague de personnes qui supportent le mouvement royaliste, qui était le cas donc avant 1979. On a aussi les théories du complot qui ressortent, dont notamment l'implication du Mossad, ce qui fait que ça étouffe complètement les vagues de demandes de la part de la population. Et en même temps, en plus de ça, on a la répression étatique qui est de plus en plus excessive et qui est de plus en plus massive. On voit des vidéos où, par exemple, on voit des femmes se faire attraper à la machette, ou alors une vague de sang tout au long sur toute la rue de Téhéran. Comment vous interprétez cela sur la crédibilité et la légitimité du régime qui est en place à long terme? Est-ce qu'on peut parler de la chute du régime des mollahs, ou alors également la chute des passes d'Aran, parce que c'est quand même intrinsèquement lié? Et pour vous, quelle est la conséquence de cette mauvaise et surmédiatisation des manifestations? Oui, alors, pour parler des médias, d'abord, c'est vrai que nous avons, c'est pas la première fois et l'Iran n'est pas le seul pays où cela arrive. Quelquefois, dans les médias occidentaux, là, je parle des médias occidentaux, les médias ont tendance à vouloir voir, enfin, à voir ce qu'ils ont envie de voir. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, si l'image qu'ils préfèrent voir ou l'analyse qu'ils préfèrent avoir, parfois, c'est même pas. Alors, souvent, c'est conscient, évidemment, il y a des lignes quand même qui sont données, mais quelquefois, c'est même assez spontané. Il y a des journalistes qui ont envie de voir une chose et vont dans ce sens-là.
à titre d'exemple, en juin dernier, lorsqu'il y a eu les attaques militaires conjointes, donc d'abord israéliennes et ensuite américaines sur l'Iran, moi, dissidente iranienne et qui me bat contre le régime depuis très longtemps, j'étais quand même choquée parce que c'est mon pays et je veux dire, c'est une attaque militaire et mon analyse était ça et je pense que j'avais raison, enfin on était un certain nombre à le dire, aller renforcer le régime. Et c'est ce qui s'est passé. Mais les journalistes qui m'appelaient pendant plusieurs jours au début, leur première question, c'était dans les interviews, c'était alors vous êtes contente? Je disais contente de quoi? Et ils disaient bah vous allez vous allez débarrasser du régime. Je dis bah non, ça va pas se passer comme ça. D'abord c'est choquant parce qu'il y a des civils qui sont, c'est pas que des civils militaires. Enfin il fallait disséquer, expliquer. C'était assez étonnant que en fait le narratif à la base était déjà faisait état que les attaques étaient pour le bien du peuple iranien, que c'était pour le régime change, comme il disait. Trump disait ça, Netanyahu le disait aussi. Puis on avait beau dire, mais attendez, le régime change, comme vous dites, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas avec des interventions militaires. Souvent, ces interventions font régresser les choses. C'est exactement ce qui s'est passé après enfin moi j'ai du mal, j'ai pas envie de l'appeler comme ça, mais c'est un peu le terme choisi par les médias, la guerre des 12 jours, mais bon, moi je dirais les attaques conjointes israélo-américaines, voilà, du mois de juin. C'est une agression militaire qui est contraire aux conventions internationales. Et comme effet, ça a eu de renforcer le régime iranien, de refermer le climat et que ça retombe sur les dissidents. C'est-à-dire qu'il y a eu, l'année 2025 est une des plus meurtrières en termes de nombre d'exécutions par le régime iranien. Parce que, du coup, plus personne n'avait accès. Il n'y avait plus de comment dire, le dialogue était coupé, les voies diplomatiques étaient rompues et c'était une catastrophe. Donc, de nouveau, on arrive à l'épisode récent. Et là, depuis un mois, on est un certain nombre en train de dire attention, l'attaque militaire n'est pas ce qui est souhaité, contrairement à ce que vous pensez. Alors, il est vrai que il y a eu des Iraniens et Iraniennes qui ont dit par moments qu'ils étaient soulagés à l'époque que des têtes de gardiens de la révolution meurent dans des frappes israéliennes parce que ça fait quasiment 50 ans que le peuple iranien en souffre de leur mainmise sur l'économie, sur tout. Et bon, c'était des réactions épidermiques et à court terme que l'on peut comprendre, mais ce n'est pas des liesses populaires et ce n'est pas c'est pas ainsi qu'on doit l'interpréter surtout. Donc c'est vrai que il y a un autre point. Alors, après, on arrive sur des médias comme type Al Jazeera ou des médias de langue arabe non occidentaux. Là, ça dépend. Alors, on parle autant, par exemple, pour la question du génocide commis par Israël en Palestine, moi, je suivais beaucoup Al Jazeera et je trouvais qu'effectivement, c'était quand même une source intéressante parce que par les médias européens ou américains, j'arrivais pas du tout à avoir les mêmes nouvelles. Autant, dès qu'on arrive sur l'Iran, il n'y a plus du tout les mêmes infos. Al Jazeera, et on voit bien que selon les sources de financement des médias, l'approche n'est pas la même. Donc, du coup, là, pareil, ils balayent les manifestations, les contestations, etc. Et c'est très filtré. Et puis, il y a les médias de langue persane, donc de la diaspora iranienne à l'international. Il y a Iran International, donc, il y a BBC persan, il y a Voice of America, et puis il y a une autre chaîne qui s'appelle Manoto. Là, je parle des médias télévisés, des chaînes de télé. Et là, en fait, sur les 4 que j'ai nommés, il y en a 3 qui sont clairement derrière les monarchistes. Et donc, alors, Manoto, je pense que ça a été effectivement fait où il y a une proximité troublante avec la famille Pahlavi, voire même peut-être que le financement vient des sources très proches ou de la famille. Iran International,
était a priori fondé avec de l'argent saoudien, mais ça a été acheté par Israël. Donc, on voit là aussi un soutien trop manifeste, mais vraiment tellement, comment dire, grossier parfois à tout ce qui a toute l'interprétation de cette dernière vague, puisqu'en fait, la transaction est récente. Je pense que ça fait 1 an peut-être ou 2 que ça a été acheté. Donc, c'est après le mouvement Femmes et Liberté. Hein. C'est c'est entre les 2 épisodes. Je n'ai pas la date exacte en tête, mais et puis les prises de position, ça ne change pas du jour au lendemain, mais on a vu progressivement un glissement troublant. Et donc là, en fait, oui, quand on parle et c'est d'ailleurs Iran International qui a été une des premières sources du chiffre de 12 000 victimes, qui après n'a cessé d'augmenter. Et peut-être, hein, c'est encore trop tôt malheureusement, et à cause de la coupure d'Internet et tout le blocus que met en place le régime iranien, c'est extrêmement difficile de donner un chiffre fiable. Donc, mais il y a de plus en plus d'estimations qui arrivent à la hausse. Donc, il faut réexaminer ça. Je ne veux pas minimiser le nombre de victimes parce que tout est possible avec les images qu'on commence à avoir. Malheureusement, c'est très, très, très inquiétant. Pareil, la même chose sur le nombre d'arrestations et tout ça. Et en fait, Voice of America, bah, c'est de l'argent américain. Et effectivement, ils le disent, hein, le nouveau donc Elijah Van Mahdi, qui est le rédacteur en chef de la chaîne, disait que les positions du Voice of America persan représentent les positions américaines. Et voilà, bah, les positions américaines sont clairement en faveur de par la vie. Donc, du coup, on obtient d'un côté les médias occidentaux qui, ont moins accès aux sources et selon les pays, alors voilà, c'est plus ou moins clivé. Les médias de la diaspora iranienne, les 3 sur 4, et même BBC, parfois, c'est un peu troublant, mais disons que c'est celui qui reste encore un petit peu plus neutre. Et après, on a voilà, des choses comme Al Jazeera ou Al Arabiya, voilà, tous les médias qui sont faits avec l'argent des pays du Golfe, pareil, ne voient pas du tout les contestations d'un bon oeil. Donc, le récit qui en effet est partiel. Donc, on se retrouve avec quelque chose de relativement biaisé, voire même très biaisé dans le récit médiatique qui est fait. Parfois, c'est exagéré, parfois, c'est minimisé selon les choses et les faits. L'analyse est souvent… alors, côté européen, ça a été… Au début, on parlait beaucoup de la frappe, et puis avec les crises, les épisodes récents de crise diplomatique entre l'Europe et les États-Unis, je pense qu'il y a eu quand même une distanciation un peu plus nette qui se fait maintenant, ce qui n'était pas le cas au début. C'est-à-dire que dans les premiers jours, tout le monde parlait de la potentielle frappe américaine comme une bonne solution. Et là, en fait, on commence à voir émerger des points de vue, donc je parle de la gouvernance, hein, un petit peu plus nuancés côté européen. Et c'est ça qui manquait, Donc maintenant, en termes de… Bah, les gens, c'est difficile aussi à dire parce que chacun voilà, parle à ses proches. Ça dépend de quel milieu on vient. C'est très difficile de faire des sondages. C'est quasiment impossible de faire des sondages. Donc, les sondages d'opinion, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Les vidéos trafiquées, on en a eu plein qui ont circulé, au début surtout, principalement trafiquées par la tendance pro-monarchiste, avec le son des slogans qui étaient ajoutés, tout ça, qui a vraiment troublé tout le paysage. Après, ils ont commencé à être… Il y a eu même je crois, des vidéos notamment une vidéo, là, je n'ai pas la source en tête, il faut que je la retrouve, donc je ne sais pas si on peut mentionner ou pas, mais il y a une vidéo qui avait été diffusée par le ministre des Affaires étrangères israélien, et après, quelqu'un a montré que c'était une vidéo trafiquée. Oui, et je crois que c'est sur France Info, je crois, dans Vrai ou Faux, dans l'émission Vrai ou Faux, il me semble qu'on en a parlé. Moi, je ne l'ai pas
écouté, mais c'est mon attaché de presse qui m'en parlait, et donc j'ai eu, mais c'est vrai que ça m'avait marqué. Donc ça aussi, comment dire, façon de trafiquer l'information, les sources, c'est quand même quelque chose qui se fait de plus en plus malheureusement, pas que dans le cas iranien. Ça s'est fait, dans, bah, je sais pas, pour les élections américaines, ça se fait, dans beaucoup d'autres conflits, et c'est très troublant parce qu'effectivement ça fausse, la lecture, ça fausse l'opinion publique. Donc nous, on est, sans cesse en train de chercher à avoir, d'autres sources, à demander vérification, à croiser. Moi, je me suis retrouvée il y a quelques jours à recevoir le même fichier audio d'un témoignage en persan par 2 amis différents, et j'étais très étonnée, et donc j'ai commencé à demander aux 2 de qui ils l'avaient reçu pour être sûre que c'est pas quelque chose de faux qui circule. Et en fait, en recoupant, je suis arrivée à une même personne qui l'avait effectivement envoyé aux 2, et après, hem, l'autre personne, il y a une troisième, pardon, source qui m'a dit qu'elle connaissait la personne qui avait enregistré la voix, donc ça m'a rassurée. Mais c'est vrai que c'est quand même troublant. Les réseaux sociaux et tout ce qui circule sur WhatsApp et tout ça, c'est quand même à la fois pratique, mais en même temps, ça fait que, voilà, les rumeurs circulent vite. Alors vous me direz, on a toujours eu ça, même avant que l'internet existe. On avait, des on-dit, et puis ça a commencé à circuler, et ça a fonctionné aussi, hein. Les rumeurs, ça a toujours existé dans l'histoire, c'est pas nouveau, mais disons que la propagation est plus rapide maintenant, et ça devient viral plus rapidement, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut être très vigilant. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes Oui, vos questions? D'accord, et il me reste du coup 2 dernières questions que je vais regrouper ensemble. vas-y. Donc on a beaucoup parlé des coupures internet, comme on a aussi parlé, de la perspective d'intervention américaine. Donc je vais essayer de regrouper mes 2 questions ensemble. Donc on a vu que les coupures internet jouent un rôle assez important et le silence informationnel également imposé par le gouvernement, le régime, pardon, dans la fragmentation de la mémoire collective, la difficulté de documentation, ce que vous mettez également en avant, et la construction des récits. Est-ce que pour vous, c'est une sorte de stratégie qui permet à ce que le régime iranien puisse instrumentaliser ce qui se passe actuellement et essayer de dire ça se passe bien, il n'y a pas d'élan trop dramatique, mais en même temps, ça a aussi un impact sur les personnes décédées ou blessées qu'on n'arrive pas à identifier. C'est quelque chose, j'ai des amies iraniennes qui m'en parlent et qui n'arrivent pas à identifier certains corps puisque telle ou telle personne porte le même nom. Et du coup, avec ces coupures Internet, il est très compliqué d'identifier ces personnes-ci. Et en même temps, on voit que le régime iranien instrumentalise aussi la perspective d'intervention américaine, Mmh. que diplomatique et autres. On l'a vu pendant les frappes israélo-iraniennes en juin, où la perspective d'attaque américaine a permis d'avoir un élan de nationalisme iranien et Mmh. tout est allié derrière le régime pour pouvoir mettre un terme à ces frappes-là. Est-ce que c'est pas aussi une manière pour le régime de réactiver ce nationalisme iranien, ou alors ce côté peut-être aussi islamiste, puisqu'il y a quand même aussi l'aspect religieux qui est remis en avant à chaque fois qu'il y a des frappes, pour neutraliser ces revendications? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors je ne sais pas, combien, l'élément religieux est important, ou si c'est juste, l'instinct, disons de protection ou revendication nationale. Tout simplement, que vous ayez des individus, des Iraniens ou Iraniennes qui sont, ou même s'ils et elles sont contre le régime, ils peuvent ne pas voir d'un bon œil, une attaque, une intervention militaire étrangère, notamment, mais je veux dire, de toute manière, il y a pas de cas positif. Donc, si vous regardez côté russe, bah, vous voyez, si vous regardez côté américain, il y a pas du tout d'exemple positif. À chaque fois, ça a été une catastrophe. Et côté israélien, c'est pas, voilà, Israël fait sa guerre, et c'est, soi-disant de la préventive, mais en fait, c'est une sorte de, pour moi, hein, tentative, d'expansion régionale, qui est, non seulement dangereuse, mais elle est surtout, complètement illégale. C'est-à-dire que ce soit, en annexant, le Golan,
côté syrien, que ce soit le sud Liban, sous prétexte que, bon, bien sûr, je ne veux pas, comment dire, nier l'existence des mouvements type Hamas et Hezbollah qui sont une menace pour l'État d'Israël et qui sont par ailleurs des proxys du régime iranien, même si maintenant il y a beaucoup moins d'argent. Je pense que là, le régime iranien est tellement en difficulté et puis Hamas aussi, le Hezbollah aussi. Mais je veux dire, s'en prendre à des populations civiles sous prétexte que voilà, le Hezbollah est une menace et en fait, faire tomber des immeubles entiers sur la tête des gens qui n'y sont pour rien, c'est quand même, ou l'histoire des beepers, tout ça, c'est quand même des atteintes graves au droit international. Et en fait, comme c'est pas condamné comme il le faut, ça n'est pas condamné correctement. Donc ça, c'est une chose, un aspect. Les institutions internationales comme l'ONU sont fragilisées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on se retrouve dans le cas iranien, dans un moment où même le Mossad tweet en persan des choses très troublantes en disant que oui, allez-y, nous sommes avec vous sur le terrain. Bon, c'est un tweet, je crois, mais ce tweet-là, il a fait très mal. Parce que le régime iranien, du coup, il récupère, bien entendu. Puisque vous avez potentiellement des services secrets israéliens qui revendiquent leur présence et disent haut et fort leur allégeance au mouvement de contestation, eux, ils disent, bah, alors, les contestataires sont des espions, des suppôts de puissances étrangères et font la guerre contre Dieu, enfin, Moharebe, donc peine de mort, etc. Et c'est ça, en fait, le chef d'accusation des, des personnes qui ont été exécutées récemment. Il y a eu aussi, puisque c'est quand même un régime, le narratif du régime iranien est toujours la même chose, hein, c'est dire que les gens étaient là parce qu'ils avaient faim et qu'ils manifestaient. Ça dure 2 jours, ça a duré, je ne sais plus, quelques jours là, au début de cette vague de contestation. Et très vite, Khamenei a tranché, il a dit non, ce sont des terroristes, ce sont des émeutiers. Et puis c'était fini. Après, on a basculé dans la violence pure. Mais ça a coïncidé aussi avec le fait que Trump a proposé de l'aide. Pahlavi a pris le lead, a dit oui, descendez dans les rues. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la vague contestataire a été récupérée, à mon sens. Du coup, le régime, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement donc il coupe l'internet et en effet l'absence de communication et même quand il y a communication normalement, ce qui n'est pas le cas loin de là aujourd'hui, de toutes les manières, c'est comment dire, la reconnaissance des corps des personnes qui sont tuées par le régime a toujours été problématique. C'est pas la première fois, mais c'est encore plus pire aujourd'hui. On fait payer le prix des balles aux familles, on leur fait signer parfois des documents comme quoi les personnes, leurs proches, n'ont pas été tuées par les forces de l'ordre, mais sont mortes enfin, toutes sortes comment dire, d'attestations fausses et d'aveux forcés. Parfois, on les emmène à la télé aussi pour dire ça. Parfois, cette fois-ci, c'est encore plus récurrent. Il y a eu beaucoup plus de cas qu'avant. Ils piquent le corps des victimes qui sont des manifestants sur lesquels on a tiré. Ils les enlèvent des hôpitaux et à leurs familles et ils leur disent on vous le rendra, le corps, la dépouille de votre enfant, seulement si vous dites qu'il était un Basiji ou qu'il a été tué par des membres des agents de Mossad. Donc, on leur fait dire un peu, et les gens, bon, il y en a qui résistent, mais il y en a aussi qui craquent, ils sont fragilisés, ils sont sous pression et ils acceptent de signer n'importe quoi et après, ils viennent le dire par la suite. Là, il y a le cas assez connu, mais comme c'est quelqu'un du milieu du cinéma, ça a très vite pris de l'ampleur. C'est un jeune homme qui s'appelle Javad Ganji. C'est un assistant de production, il me semble, que je ne connaissais pas personnellement, mais là, j'ai vu son cas et en fait, il a été tué en manif le 8 janvier et très vite,
les forces de l'ordre ou le Basij directement sont allés au moment des funérailles mettre une banderole sur la maison chez ses parents en disant Basiji martyr, etc. Alors que, au contraire, il avait été tué par eux en train de manifester. La dernière photo qui existe de lui, c'est un de ses amis qu'il avait photographié en pleine manif. Et on a reçu la photo. Et donc, il y a beaucoup des gens du milieu du cinéma, des cinéastes qui ont pris position, enfin, qui ont certifié que c'était un jeune homme qui n'était pas du tout pro-gouvernement, qu'il était contestataire, etc. etc. Mais ça c'est un cas, mais il y en a des dizaines, voire même des centaines. Et donc, quand le régime iranien dit, parce que j'ai entendu dans les premiers jours sur les plateaux télévisés, ici les journalistes le disent, oui, il y a eu plus de 500 Basiji morts, tués dans les affrontements avec les manifestants. Et je disais, mais comment vous pouvez dire une chose pareille? Les gens ont les mains vides, ils sont totalement, ils sont pas armés. Donc, eux, ils peuvent pas tuer les Basiji. Enfin, ou s'il y en a un, deux, peut-être, je veux dire, mais 500, plus de 500, c'est énorme. On disait, il y a 2 semaines, 750 ou 800 manifestants morts et plus de 500 Basiji morts. Et on se disait, mais c'est totalement disproportionné. Surtout que les gens n'ont jamais été violents dans ces cas. Moi, j'ai vu des vidéos où même justement quand un Basiji tombait de sa moto ou perdait son arme et tout, il lui prenait son arme et il le laissait partir. Donc, mais c'est une pratique courante du régime iranien de déformer évidemment toutes les histoires. Cette fois-ci, il y a même eu une rumeur enfin c'est une nouvelle, hein, c'est de l'intox, une dépêche qui dit que le régime iranien prétend avoir trouvé. Non, c'est pas le régime iranien, c'est genre. D'abord, il y a une source, c'est un journaliste qui m'a envoyé ça, une journaliste qui m'a dit est-ce que vous certifiez ça? Je dis j'ai jamais entendu ça et je commence à regarder. Je dis mais vous voyez là, comme quoi, oui, il y avait des balles enfin, israéliennes dans le corps des victimes. Oui, 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 j'ai vu ça, oui. Ça s'est passé il y a quelques jours, ça a circulé. Et je dis, mais regardez, et en fait, c'est TASS. TASS, c'est l'agence russe. Et après, la première source, c'est une source iranienne, proche du régime. Donc, bon, bah, ça explique. Alors, peut-être, hein, je veux dire, mais moi, ça me semble un peu gros sabot que même si ils avaient des agents de Mossad, admettons, parmi la foule, que voilà, des infiltrés, pourquoi ils utiliseraient des balles israéliennes et pas des balles fabriquées ailleurs? Je veux dire, ça me semble un peu étrange, troublant, quoi, comme faisceau d'informations, c'est troublant. Et surtout, dans l'état actuel des choses, on n'arrive pas à dire, à savoir ce que je reproche, moi, en tout cas, pour conclure, aux services d'intelligence israélien et au ministre des Affaires étrangères israélien qui s'est prononcé tout de suite, qui s'est mis du côté du peuple iranien, et de Trump, pareil, c'est qu'ils savent, en fait, qu'en disant des choses pareilles, ils exposent les manifestants à des peines beaucoup plus lourdes. Et pourtant, ils le font. Et pour eux, c'est de la communication, en fait. Ça s'arrête là. Mais les gens dans la rue, en Iran, ils se prennent, mais vraiment, les foudres du régime, parce que quand ça a été annoncé à l'international que oui, Mossad est du côté du peuple iranien, et ben, le régime fait ce qu'il veut. Donc c'est un jeu de communication, un jeu de, comment dire, à coup d'infos et d'intox. Malheureusement, les gens en payent le prix. Et là, on est effectivement dans des cas où il y a des disparitions, on n'a pas encore de corps, il y a des gens qui cherchent leurs proches. Nous, on a un ami ici qui a perdu ses neveux, 2 neveux qui ont disparu. A priori, au bout d'un mois ou 3 semaines, ça me semble, voilà, compliqué. Alors, il y a aussi les arrestations. Là, aujourd'hui, j'ai entendu, il y a une jeune femme qui avait disparu. Mmh. Depuis 2 jours, moi, j'étais, par un ami, hein, je suivais l'affaire, c'est pas moi qui la connaissais directement et elle vient de réapparaître, en fait, elle est arrêtée. Et un quelqu'un des forces de l'ordre, mais pas un Basiji 1 qui est peut-être un peu plus, il a emmené son frère et lui a montré sa sœur qui est vivante, mais qui est en mauvais état, qui est très maigre, qui est donc là maintenant ils veulent de l'argent pour soi-disant s'occuper de la fille qui
restent encore en état d'arrestation. Donc, il y a énormément de choses qui se passent, puisqu'on parle de plusieurs dizaines de milliers d'arrestations. Il y a ça aussi qui fausse les chiffres. C'est-à-dire que les gens qui ont perdu leurs proches, ils ne peuvent pas savoir jusqu'à preuve du contraire si la personne est vivante ou morte, ou on leur rend un corps où ils arrivent à identifier, ou bien peut-être que la personne est dans un des centres de détention informels, puisqu'en fait, il y a beaucoup de centres, que quand on parle de plus de 40 000 de personnes arrêtées, voire même plus, voilà, vous pouvez pas les garder de toutes les manières. On n'a jamais eu accès aux prisons en Iran correctement, donc il n'y a pas d'observateurs. Personne ne sait où ces gens-là sont détenus. Il y a aussi toutes les personnes blessées qui étaient, alors parfois ne se rendaient même pas à l'hôpital par peur, parfois étaient emmenés à l'hôpital par d'autres personnes puisqu'ils n'étaient pas accompagnés au moment où ils étaient blessés. Souvent, les blessures graves, malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de tirs dans la tête directement et le thorax et le ventre. Et dans ces cas-là, malheureusement, les victimes assez souvent mouraient. Mais lorsque c'était des éborgnements, et vous savez, à la chevrotine, ça, c'est aussi une pratique donc il y a beaucoup de gens où ils tiraient dans le visage ou même n'importe où dans le corps, mais ça blesse quand même, c'est quand même une blessure assez grave et pas mortelle. Du coup, les gens étaient ou évacués à la maison de quelqu'un par peur, ou bien quand même dans les hôpitaux. Et donc, il y a énormément de pagaille encore et d'informations qui manquent. Évidemment, cette pratique du régime n'arrange rien. Et puis là, on insiste pour que le régime iranien accepte, mais c'est compliqué, l'envoi d'observateurs internationaux et des commissions d'enquête pour qu'il puisse y avoir des visites. Mais on a entendu aussi beaucoup de fois, et je crains que ce soit quand même vrai, parce que pour l'entendre dire autant, et sur certaines photos, on voyait des cadavres avec intubés. En fait, on entend beaucoup cette rumeur comme quoi ils allaient dans les hôpitaux et ils achevaient les blessés à balles à bout portant. Donc il y a ça aussi. Enfin, il y a énormément de choses très troublantes qui circulent. Donc, il faut attendre encore pour pouvoir voir plus clairement. De ce que je comprends pour conclure, c'est qu'il est quand même très important de faire attention à la manière dont on emploie les termes pour mettre en avant ce qui se passe en Iran, puisqu'au final, c'est matérialisé et utilisé à des fins politiques par le régime iranien, mais également par le gouvernement américain, israélien et autres. Et il est essentiel également à chaque fois, checker ces facts, ces news, pour être sûr de ne pas tomber dans des fake news ou alors dans des rumeurs qui n'ont pas encore été approuvées. Oui. Et je pense que c'est le message clé que je retiens de notre entretien. Oui. Et je dirais que c'est encore plus délicat que ça. Je vous coupe, pardon. Bien sûr. Oui, il ne faut pas tomber dans le piège de fausses informations exagérément hautes dans les chiffres ou bas. Oui. Lorsqu'il s'agit des médias voilà, belliquistes plutôt, ou plus pro-intervention militaire, ils ont tendance à donner des chiffres assez extravagants pour inciter à ce qu'il y ait une intervention militaire. Dans le cas du régime iranien, c'est l'inverse. Ils révisent par le bas. Et en même temps, il y a quand même un vrai chiffre au milieu de ces deux estimations hautes et basses qui existent, et c'est le vrai chiffre des victimes, et ces gens-là sont morts pour la liberté. Et ça aussi, il faut le défendre. C'est-à-dire que ces gens qui sont tombés sous les balles du régime ne doivent pas être récupérés ni par les uns ni par les autres. Nous, c'est notre devoir en tant que citoyens activistes, simples citoyens iraniens ou du monde, tout simplement, de respecter ces gens-là qui sont morts pour la liberté et de parler d'eux et de ne pas les oublier, parce que sous prétexte que c'est compliqué, moi je suis arrivée, par exemple, j'étais en Grèce il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, arrivée en Grèce, bon, le climat est quand même beaucoup moins pro-américain, moins pro-israélien, vous voyez, et les gens que je connais me demandaient, bon, alors,
les Iraniens se font manipuler, les manifestations sont vraiment provoquées par les Américains et Israéliens. Je disais non, elles ne sont pas provoquées. Il ne faut pas confondre ça. C'est que les médias, disons, pro-atlantistes essayent de récupérer ces mouvements, c'est une chose, mais le fond et le point de départ, c'est vraiment la vie chère et la soif de liberté. Et ça, il faut le laisser au peuple iranien. Il faut s'incliner devant le courage des gens. C'est ça le drame, vous voyez, entre, y en a qui n'en parlent pas parce qu'ils se disent, ah, si je dis ça, ça va aller, ça va être récupéré par le régime iranien, et à l'inverse, il y en a qui n'en parlent pas parce qu'ils pensent que ça va être récupéré par les Américains. Et le peuple iranien, il se bat bec et ongles, les mains vides, et là, il faut quand même en parler, et ça, c'est ce qu'on essaye de faire. On est un certain nombre, voilà, moi, à mon niveau, à chaque fois qu'on m'invite ou que j'ai une tribune, je parle de ça, en fait, du fait que les Iraniens et Iraniennes ont été trop souvent victimes, en fait, de concessions, de négociations politiques, comme l'ont été les Palestiniens, pareil, hein, d'une autre manière. Et rarement, il y a eu des leaders politiques mondiaux, et leur leader, le régime iranien encore moins, qui ont fait des négociations pour le bien du peuple iranien. Ça a toujours été ou pour le nucléaire, ou pour le pétrole, ou pour faire arrêter l'intervention iranienne via les proxys au Moyen-Orient par rapport aux menaces que ça constitue pour Israël, ce que je comprends aussi, hein, c'est pas légitime, mais je veux dire que quand on se dit défenseur de droits de l'homme, défenseur de droits humains et humaniste, il faut aussi et avant tout penser au peuple iranien qui est en train de se battre depuis 47 ans. Ça sera le message de fin. Je vous remercie énormément pour cela, et ça me fait très plaisir d'entendre ce type de discours-ci après autant de problèmes médiatiques et autres. Merci beaucoup. C'est vraiment passé une très belle soirée, et encore une fois, merci. Merci.